Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne eTech. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit unboxing d'une console portable que j'ai achetée il y a maintenant quelques semaines. Le suspense est moindre car si tu as regardé la vignette, tu sais qu'il s'agit de la dernière console proposée par Retroid. Avant de procéder à l'ouverture de ce colis, je tenais à préciser que je suis totalement néophyte concernant le marché des consoles portables actuelles pour faire du gaming et du rétro gaming. Je connais différents noms, différents constructeurs, mais voilà, c'est vraiment un regard d'une personne qui débute là-dedans. Ça peut être un point de vue qui est intéressant et qui change un peu des experts des consoles portables qui seront peut-être plus élitistes et qui chercheront plus à la petite bête. Moi, le but, c'est d'avoir de bonnes sensations prises en main et surtout prendre du plaisir sans me prendre la tête avec ces consoles. Bien entendu, si toi qui regardes cette vidéo, tu es expert concernant les consoles portables, n'hésite pas à mettre ton ressenti sur cette console dans les commentaires. On pourra échanger et si ça peut servir à la commu, c'est tant mieux. Avant de procéder à l'unboxing, je précise que j'ai pris la version pro de la Retroid Pocket 4 et j'ai également pris ce qu'on peut mettre autour pour les grippes pour une meilleure prise en main. Je ne sais pas si ce sera du gadget ou si c'est vraiment quelque chose de très utile, on va voir ça ensemble. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? La housse. Bon, rien de très original, si ce n'est qu'on apprécie cette matière très douce au toucher. Et c'est sympa aussi de voir que sur le dessus de la housse, ça a repris un peu les différents boutons de la console. Et on a deux boîtes. On va commencer par la plus légère. Ça doit être le grip pour mettre sur la console. Ouais. Ok. Bon, à voir une fois sur la console, car là, je t'avoue que je peux pas trop me prononcer. Hein. Hop, on y arrive. Ok. Je pensais qu'on verrait la console ici, mais en fait, non. Ah ok, c'est qu'ils mettent une protection. On va pas les blâmer, hein. Le verre de protection. Le manuel. Somme toute assez minimaliste. Le câble de recharge de connexion à l'ordinateur en USB-C. Alors, elle est belle. Hein. Donc voici la bête. Moi j'ai choisi par nostalgie des fameuses Game Boy Color transparentes cette coque. Il y en avait d'autres de très sympas, on regardera un peu ensemble. Sur une première prise en main, c'est vrai que, alors, j'ai pas spécialement des grandes mains. Si je mets mes doigts sur les gâchettes, attendez, je me retourne un peu. Au niveau de la paume de ma main, en fait, je sens que en fait, je la tiens mal la console. Si je dois jouer sans les gâchettes, il y aura pas de souci. Par contre, dès lors où je me mets comme ça, bah, ça me relève un petit peu. Et en fait, je suis pas confortable au niveau de la position. Je sais pas trop comment mettre mes mains. Après, c'est possiblement un coup à prendre, hein, bien sûr. Je vais quand même juste essayer de mettre ça. Bon, ça la rend beaucoup moins belle. Vous voyez là, c'est beaucoup moins sexy. Par contre, au niveau de la prise en main, bah, c'est aussi parce qu'on est plus habitué maintenant avec nos consoles de jeu, par exemple. Au niveau de la prise en main, c'est beaucoup plus agréable, je pense, que si on fait de longues sessions de jeu. Ça, c'est presque obligatoire. En tout cas, à mettre, c'est tout simple. Hein. Alors, cette console, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Pour que tu la vois un peu mieux, j'ai mis là. Petit passage côté hardware, pendant que Petit Goku te présente la console sur son plateau tournant. À savoir que entre la version classique et la version pro de la Retroid Pocket 4, il y a quelques différences, on va en parler. Tout d'abord, le processeur, c'est un MTK D900 sur la classique et un MTK D1100 sur la pro. Côté processeur graphique, on a également une différence, un G68MC4 sur la version classique et un G77MC9 sur la version Pro. Au niveau de la mémoire vive, on est sur 4 Go en DDR4 sur la classique et 8 Go sur la version Pro. A savoir que pour jouer à la PS2, 4 Go c'est largement suffisant. Les 8 Go, ça sera peut-être plus si tu installes des applicatifs qui ne sont pas forcément liés au rétro gaming ou à l'émulation. Moi, je suis parti sur la version Pro parce que je voulais avoir le hardware le plus à jour possible afin de ne pas être juste dans 1 an, dans 2 ans. Surtout que le gap de prix, vous verrez, il n'est pas vraiment significatif. L'écran, un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 750 par 1334, tactile. Le DisplayPort, si jamais tu souhaites jouer sur un écran déporté,
Sur la version standard, c'est pas possible. Et sur la version Pro, celle que j'ai, c'est possible via le port USB type C. Et tu peux faire une résolution en 1080p. C'est cool. En HDMI, sur les deux, il y a le port HDMI, on est sur du 720p. Technologie de Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Une batterie de 5000 mAh. Je vais pas forcément te faire toutes les specs. Chose intéressante, il y a la charge rapide. La taille en largeur elle fera 18 cm, en hauteur 8 cm et en profondeur 1,5 cm grosso modo. Si tu as une Switch ou autre, tu vas pas la trouver trop grosse quoi. En termes de gabarit, si tu vois pas trop ce que ça peut faire, voilà par rapport à une PS Vita au niveau du gabarit. Donc la PS Vita elle est un poil moins longue. La hauteur c'est pareil, par contre elle est quand même beaucoup plus épaisse. Et concernant l'écran, bah, c'est globalement le même en termes de taille. Par contre, en termes de qualité, celui-ci, déjà, il va être tactile. Et la technologie est quand même bien évoluée entre une PS Vita et cette Retroid Pocket 4 Pro. Si on fait un petit tour au niveau des contrôles, donc on a les contrôles classiques avec les deux sticks analogiques, notre croix directionnelle, les 4 boutons du haut. Sachez qu'ils sont personnalisables sur le store de Retroid. Vous pouvez les trouver pour mettre vos contrôles préférés. Moi je suis sur du ABXY, je pourrais très bien mettre autre chose. Ici un bouton Home, un bouton Back et Start et Select. Nos gâchettes L1, L2, R1, R2. Notre port USB-C, une prise de jack. Un emplacement ici pour mettre une carte mémoire. Au-dessus, là, ça doit être pour le son. Et ici, le bouton pour allumer la console. Ici, on a notre port micro HDMI. Si on souhaite déporter notre image, mais une résolution limitée à 720p. Si on souhaite déporter l'image sur du 1080p, il faudra donc passer par l'USB-C. Je ne l'ai pas encore précisé, mais cette console Retroid tourne sur un système d'exploitation Android 13. La version standard est sur du Android 11. En termes d'émulation, rien de dramatique. On va voir s'il y a assez de batterie de base pour l'allumer. Ça vibre. Tadam! Ok, donc on arrive sur une première configuration. On arrive sur le menu de configuration. On choisit le langage. Il veut se connecter à Internet. Ok. C'est quand même cool de pouvoir rentrer le mot de passe du Wi-Fi en tactile plutôt que de tout chercher à la main. Il me dit que je suis bien connecté sur mon réseau Wi-Fi. On choisit la time zone. Il nous demande si on souhaite activer les services de Google. En nous prévenant que ça peut prendre un peu plus de mémoire vive. Moi j'ai 8 Go et ça m'intéresse car si je peux installer d'autres applications que celles prévues pour faire du rétro gaming, je pourrais par exemple mettre des applis pour regarder des films, des séries, bref, à expérimenter. On arrive ici sur une liste des applications préinstallées. Ça nous propose une liste d'applications préinstallées. Donc en gros tout ce qu'il te faut pour faire de l'émulation, ça va de Dolphin Emulator, DuckStation, SDRPG Player. Très intéressant, Moonlight, PPSP, RetroArch et le Steam Link. Bah moi je vais tout installer parce que le but c'est de tester. Bon, c'est assez rapide parce que je pense qu'elles sont prémises dans la console. D'ailleurs, ça le dit, ça consomme pas de trafic. Ça nous demande de prendre le launcher. Donc, il y a le RP4 Pro Launcher ou AOSP Launcher. Donc, moi, je vais prendre le RP4 Pro Launcher. De toute manière, je pense que je pourrais switcher de l'un à l'autre. Et c'est bon. J'ai fini de tout configurer. Et voilà, on y est. Donc pour l'instant, elle est toute vide, car je rappelle que tout ce qui est émulation, ROM, c'est illégal, donc on a le droit de fournir les logiciels, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que vous mettez à l'intérieur, c'est vous que ça regarde. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien la remplir de contenu, la tester pendant une semaine, et on conclura cette vidéo avec mon petit retour d'expérience. À dans une semaine. Hop, petit bond de 2 semaines dans le temps, où j'ai pu prendre le temps d'expérimenter cette nouvelle console de Retroid, et je vais pouvoir vous faire un peu mon avis en tant qu'utilisateur. Je rappelle que le but de cette vidéo, c'est pas de faire un benchmark avec des tests sur telle et telle plateforme, c'est plus vous donner le ressenti en tant que joueur et nouvel utilisateur de cette console. On va commencer par parler des choses que j'ai trouvées très positives. C'est la première fois que j'ai une console qui tourne sur Android et j'avais quelques doutes concernant le fonctionnement de l'émulation avec Android. J'ai pu tester que ça fonctionnait globalement très bien. Par là, j'entends que toutes les consoles jusqu'à la PS2, pas de soucis. J'ai pu tester Gran Turismo 4 sur PlayStation 2, enfin, sur la Retroid Pocket 4, sans souci, très bonne expérience utilisateur. Pour jouer
à des jeux rétro sur la console jusqu'à la PS2, vraiment globalement satisfait. J'ai également installé l'application pour pouvoir jouer à la PS4 depuis la console, pareil, pas de soucis, pas de latence. Cette bonne expérience, elle va aussi parce que mon réseau local fonctionne plutôt pas mal. Et voilà, j'ai pu jouer à la PS4, à FF7 Remake sur ma Retroid Pocket 4, pas de soucis. Pour continuer dans le Remote Play, j'ai également utilisé le Steam Link pour pouvoir jouer au jeu sur mon PC. J'ai joué à Final Fantasy IX sans souci, à Windjammers 2 sans souci. En gros, les seuls petits problèmes que j'ai pu avoir, c'est dès lors où le réseau n'était pas forcément bien réceptionné depuis ma console Retroid Pocket 4. Et là, il pouvait y avoir quelques latences malheureuses. Mais voilà, si vous voulez faire du Remote Play, il n'y a pas de souci avec cette console. Autre retour assez intéressant, c'est son autonomie. Sur le mode standard que j'utilisais quasiment tout le temps, j'étais grosso modo sur un peu plus de 4 heures, voire presque 5 heures d'autonomie, là où je pensais pouvoir tenir 1h30, 2 heures. Si on passe sur des modes performance, là l'autonomie va descendre, mais on sera beaucoup plus confortable, par exemple si vous jouez à la PS2 ou à la Dreamcast, c'est intéressant, selon la configuration de votre émulateur bien entendu. Avec ce retour, même s'il est un peu succinct, on pourrait se dire que la Retroid Pocket 4 Pro est la console à acheter sur ce premier trimestre 2024, mais je me dois de nuancer avec quelques retours qui sont personnels et qui m'ont un peu dérangé. Le premier, j'ai dit que l'émulation sur Android fonctionnait très bien, c'est vrai, mais là, c'est pas la faute de la console, c'est pas la faute d'Android, c'est la force de l'habitude. J'ai dû m'adapter un peu à comment fonctionne l'émulation et les programmes installés sur Android. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir un certain temps pour que vous configuriez votre console et ses programmes pour pouvoir jouer sans devoir faire des retouches ci et là sur certaines configurations. Moi par exemple, j'utilise beaucoup Batocera, Recalbox, Retrobat en front-end pour faire de l'émulation. C'est autrement plus simple. Mais là, encore une fois, c'est que mon avis. Le point qui pour moi s'est révélé problématique sur cette console, encore une fois, c'est personnel, c'est son format. On a ici une console Retroid Pocket. Par rapport à ma manière de prendre en main la console, si je joue pendant des sessions qui peuvent durer 1h30, 2 heures, voire plus, je vais avoir quelques difficultés au niveau de la prise en main générale. Par exemple, je joue à Final Fantasy IX et j'ai l'habitude de souvent spammer le bouton pour détecter des coffres cachés. Selon comme je vais tenir cette console, j'avais souvent une fatigue au niveau du pouce parce que j'étais trop crispé. Ça a peut-être concerné qu'une partie des gens, mais je ne savais pas trop comment positionner mes mains. Naturellement, j'aurais été comme ça, mais si je me mets comme ça, pour toucher les L2 et R2, vous voyez, je suis obligé de faire une manipulation et là, ça me déplace. Ce qui n'est pas super optimal. Ce que j'ai trouvé pour pallier à ça, j'utilise cette coque. Donc, personnellement, c'est très moche. Mais le fait d'avoir cette coque, ça me permet de mettre mes mains comme ça, là d'être correctement positionné sur les gâchettes du haut. Et au niveau des pouces, bah, ça tombe plutôt pas mal. Pour rester sur la finition de ce produit, c'est globalement bien fini. J'ai pas eu grand chose à dire sur les joysticks que j'ai trouvé assez qualitatifs. Par contre, à mon sens, ce joystick là est potentiellement trop proche de l'écran et quand on est vraiment à droite, on peut ripper sur l'écran tactile. Peut-être parce que j'ai des gros doigts, mais moi là, mon but c'est d'être objectif sur mon ressenti par rapport à cette console. Elle est vraiment très bien, mais il faut quand même souligner certains points dont celui-ci. Les boutons ici, ils sont petits, mais ça m'a pas trop dérangé. Ce qui m'a plus embêté, c'est le bruit qu'ils font à l'utilisation. Comme j'ai dit, j'avais l'habitude de spammer le bouton pour chercher les coffres sur FF9, et on entend ça. Hein. Je sais pas comment ça va passer à l'enregistrement, mais quand on est dans le silence, c'est un peu dérangeant. Pour le reste, la taille de l'écran, je me posais quelques questions parce que c'est plus petit qu'un écran de Switch par exemple. En fait, ça passe très bien, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Les gâchettes sont agréables, mais c'est juste le positionnement pour tenir la manette qui me dérange. Tous les jeux gourmands étaient installés sur la mémoire interne de la console. Pour des jeux plus petits, par exemple des jeux de Super Nintendo, j'ai mis ici une carte micro SD pour pouvoir mettre ces jeux et éviter de remplir l'espace interne de la console. Sur des jeux de cette taille, il n'y a pas de souci de latence si on met sur une carte SD. Je ne sais pas si je l'avais montré, mais donc là on a notre menu de base. Et pour accéder au paramétrage essentiel, il suffit de descendre ici et on a accès au réglage de la lumière,
aux différents réseaux Wi-Fi, Bluetooth et les différents styles de performance, donc standard, performance ou high performance. Attention, ça donne plus de performance, mais on a moins d'autonomie et le ventilateur va se mettre en route. Par exemple, là, on est en mode de standard. On est avec un ventilateur qui ne tourne pas ou qui tourne très lentement. Si je passe en mode performance élevée, je ne sais pas si vous entendez. Le ventilo se met en route, ça fait un petit bruit, mais en jeu ça s'entend quasiment pas en fait, hein. Avec le bruit du jeu, il n'y a pas de souci. Et dès qu'on passe en mode standard, le ventilo est par défaut désactivé, mais nous on peut très bien choisir de forcer manuellement l'utilisation du ventilo. Comment est-ce que je pourrais synthétiser mon impression sur cette console pour conclure? Je pense objectivement que c'est une console qui est réussite par rapport à son prix, son positionnement. En effet, elle tient ses promesses pour jouer jusqu'à la PS2 dans de bonnes conditions, faire du remote play, une bonne autonomie, un écran d'une qualité qui est satisfaisante. Le seul bémol, comme j'ai dit, c'est au niveau de la prise en main. C'est pour ça que je pense que cette coque que l'on rajoute est presque essentielle sur des sessions de jeu qui vont durer un petit peu. L'avantage d'Android, c'est qu'on peut installer des applications Android autres. Par exemple, moi j'ai installé Plex pour pouvoir regarder mes films de vacances préférés sur cette console. Le look, franchement réussi. Les différents coloris proposés par Retroid, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien. C'est une très belle console. Donc là, c'est pas objectif, hein, c'est mon ressenti à moi, mais je pense que c'est vraiment une console très réussie d'un point de vue esthétique. Après, si je dois réfléchir à mon réel besoin pour jouer, je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est de me laisser hyper par cette console, à la promesse de cette console, et que j'ai pas réfléchi suffisamment à mon véritable besoin en tant que joueur. Je pense que par rapport à mon profil de joueur qui aime bien jouer en effet à du rétro gaming, mais j'aime bien aussi jouer à des vieux jeux PC par exemple, je pense qu'une console portable qui tourne sur un système Windows serait plus appropriée à mon usage. Donc là tout de suite, je pensais à la console Asus ROG Ally. C'est pas le même prix, mais par rapport à mes besoins, c'est peut-être ce qui me conviendrait le plus au final. Donc là, je vais pas vous dire, n'achetez pas la Retroid Pocket 4 Pro, car en fait c'est une très bonne console, on peut faire du rétro gaming avec dans de très bonnes conditions, mais je vais surtout vous dire de bien réfléchir à vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre console portable. Est-ce que c'est faire des sessions de temps en temps de Mario ou de rejouer à des jeux Pokémon sur cette console sur des petites sessions? Auquel cas, ça pourrait être super. Par contre, si vous avez envie de faire du remote play sur des longues parties ou jouer à des jeux très gourmands comme, je ne sais pas, The Witcher 3 ou Cyberpunk, ça c'est pas fait pour, à part en remote play à la rigueur. Par contre, une console comme la Asus ROG Ally ou la nouvelle MSI Clao, c'est plus fait pour ça. On peut directement installer les jeux dessus et jouer dans de très bonnes conditions. Bon, là le budget, on est plus sur du neuf aux alentours de 700-800 euros. Ça commence à piquer. Donc, est-ce que cette console est réussie? Oui, elle est réussie et je la recommande si elle correspond à vos besoins. Mais pour moi, voilà, je pense que je vais la mettre en vente sous peu. Elle est très belle, elle est pour ainsi dire neuve, mais j'ai peur qu'elle ne réponde pas à mes besoins et que je sois frustré. Donc, avant de perdre trop d'argent dessus, je vais la vendre pour quelqu'un qui pourra en profiter et à qui elle pourra parfaitement correspondre. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires quelle console pour toi est la meilleure et pourquoi. J'avais pensé au départ à faire quelque chose d'un peu plus poussé au niveau du test, mais je me suis dit que parfois juste un ressenti de joueur c'est au moins aussi intéressant. Il y a des gens sur YouTube qui font ça bien mieux que moi, le côté unboxing, test avec des points de référence. Moi j'ai préféré me positionner autrement en te présentant le ressenti de quelqu'un d'assez néophyte sur les consoles portables. C'est moi. Si ce modèle de console portable pouvait répondre aux attentes que j'avais, et je pense que ce positionnement il est au moins aussi intéressant pour vous les joueurs que quelqu'un qui va montrer un jeu en fonctionnement sur telle résolution, avec tant de FPS, par rapport à tel paramétrage sur tel émulateur. Moi j'ai juste voulu vous montrer un ressenti de joueur, et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des vidéos en lien avec le numérique. Pensez à vous abonner si mon contenu vous plaît et à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Mathieu sur eTech. Salut!